En juillet 1943, la côte brésilienne était infestée de sous-marins allemands. Et c'est alors qu'un talentueux aviateur de la force aérienne brésilienne s'est retrouvé face à face avec un commandant allemand de sous-marins décorés. Malgré l'avantage numérique et technologique des Alliés, au début de 1943, la bataille de l'Atlantique montrait des signes clairs qu'elle favorisait la marine de guerre allemande. Elle risquait d'étouffer la Grande-Bretagne. En mars 1943, le système de meute de la Kriegsmarine fonctionnait à son apogée, avec la coordination des attaques exécutées, avec un succès extrême par des commandants de sous-marins expérimentés. Un changement dans le fonctionnement de la machine Enigma a également laissé les décrypteurs britanniques à Bletchley Park complètement aveugles pendant 10 jours, favorisant une fois de plus la chance des Allemands. Le résultat fut un véritable massacre, avec 82 navires coulés rien que ce mois-là, totalisant près d'un demi-million de tonnes. Cela a poussé le gouvernement britannique à paniquer et à envisager la fin des convois. Mais au cours des 2 mois suivants, la situation allait complètement s'inverser, apportant la tragédie au loup gris allemand. Au mois d'avril, seulement 39 navires furent coulés, avec la perte de 15 sous-marins. Et le mois suivant, connu des Allemands sous le nom de Mai Noire, la Kriegsmarine perdit pas moins de 43 sous-marins, soit un quart de sa force totale. Face à un résultat aussi désastreux, l'amiral Karl Dönitz, commandant de la marine allemande, reconnut « Nous venons de perdre la bataille de l'Atlantique ». Mais tout en reconnaissant que le théâtre de l'Atlantique Nord était devenu extrêmement hostile pour ses sous-marins, Dönitz tourna son regard vers l'Atlantique Sud. Là où les livraisons essentielles de caoutchouc brésilien et de viande argentine arrivaient aux États-Unis et en Angleterre. L'Atlantique Sud présentait un dispositif de défense bien moins développé que celui du Nord. C'est là que le haut commandement naval plaça ses espoirs durant cette période sombre. Même si le Brésil avait déjà commencé, dès mai 1942, ses actions offensives contre les sous-marins de l'Axe patrouillant notre côte, regarde bien ici ce que je suis en train de dire. Et même avec les États-Unis ayant également installé leur 4e flotte sur le littoral brésilien, les sous-marins trouvèrent encore ici une zone d'activité bien plus tranquille et parsemée de cibles faciles. Il est donc parti vers la côte brésilienne entre mai et juin 1943. Un groupe de sous-marins avec pour mission d'anéantir la navigation marchande alliée près de leur port d'origine. Il est parti de Kiel en mer Baltique le 13 mai 1943, le sous-marin U-199, un nouveau gigantesque navire du type 9 D2 océanique. Conçu pour soutenir des opérations pendant des mois loin de leur base en Europe, les sous-marins du type IXD pesaient entre 1600 tonnes et mesuraient 187 mètres de long. Transportant un équipage jusqu'à 64 hommes. Il possédait 6 tubes lance-torpilles, 4 à la proue et 2 à la poupe, transportant un complément de 22 torpilles à chaque patrouille. Sur son pont, il avait un canon de 105 mm et une surprise néfaste pour les avions anti-sous-marins alliés qui attaquaient en rase-motte. 2 canons anti-aériens de 20 mm à haute cadence de tir. Le U-199 fut construit au chantier naval de Brême, sa quille posée en décembre-octobre 1941. Et il a été mis en service dans la Kriegsmarine le 28 novembre 1942. Étant confié aux soins d'un commandant décoré, le capitaine-lieutenant Hans Werner Kross. Kross était entré dans la Kriegsmarine comme cadet en 1934, servant plus tard à bord du croiseur Königsberg avant d'être transféré dans la flotte sous-marine, en octobre 1939. Après avoir terminé sa formation, en janvier 1940, il est devenu l'élève du légendaire capitaine Günther Prien, commandant du U-47, qui avait coulé le cuirassé britannique Royal Oak l'année précédente. À bord du U-47, en tant que premier officier, entre mars et octobre, Kross a participé à 5 patrouilles avec l'intrépide Prien, exécutant les procédures d'attaque qui ont abouti au naufrage de 19 navires ennemis. En quittant le U-47 en novembre 1940, Kross reçut son propre commandement, le nouveau sous-marin de type 7 BU-83, le 8 février 1941. Après 2 patrouilles dans l'Atlantique, Kross reçut l'ordre de commencer à opérer en Méditerranée.
en soutien aux opérations de la Reid-Amar en Italie contre la navigation britannique qui acheminait des ravitaillements vers Malte et l'Égypte. Le U-83 effectua la dangereuse traversée de Gibraltar le 18 décembre 1941, accostant à Messine, en Sicile, d'où il commencerait à opérer dans la région. Les eaux claires de la Méditerranée étaient particulièrement dangereuses pour les sous-marins de l'Axe, constamment à portée des avions britanniques de la région. Même ainsi, en juin 1942, Hans Werner Kross a coulé 4 autres navires ennemis. Il a été décoré de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer le 19 de ce mois-là. Au début de septembre, Kross a été rappelé en Allemagne, passant le commandement de l'U-83 et se dirigeant vers Brême, où son talent a été reconnu en recevant le commandement du tout nouveau U-199. Après une période d'entraînement et de calibrage du nouveau sous-marin, Kross a reçu l'ordre de se diriger vers l'Atlantique Sud le 13 mai. Se préparant à contrer une possible augmentation de la présence de sous-marins de l'Axe sur la côte brésilienne, les Américains avaient en transféré à Natal, dès décembre 1942, l'escadron FAP-74 équipé du Martin PBM, Mariner, un bimoteur de bombardement naval. En avril 1943, l'escadron a été déplacé vers la base navale d'Aratu, près de Salvador, en Bahia. Il a alors attaqué les sous-marins de la région, coulant le U-128 avec des bombes. Le 17 mai, lors de leur séjour à Aratu, les Américains ont aussi formé de nouveaux pilotes enthousiastes de la force aérienne brésilienne au vol de patrouille maritime. Et parmi eux se trouvait un jeune homme de 23 ans, nommé Alberto Martins Torres. Fils de diplomate, Torres a grandi en Allemagne et en Turquie, terminé ses études secondaires au Brésil et envisageait, selon ses parents, de devenir diplomate. Parlant 6 langues, il étudiait le droit à Rio en 1941, quand le président Getúlio Vargas a fusionné les aviations de l'armée et de la marine, créant la force aérienne brésilienne. Malgré sa neutralité face à l'urgence de la guerre mondiale, le Brésil devait accroître son nombre de pilotes militaires. Profitant du nouveau rapprochement avec les États-Unis, il a aussitôt lancé un appel à des volontaires civils. Alberto Martins Torres fut l'un des premiers volontaires. Voyant l'annonce, il n'a pas hésité et a quitté la faculté de droit. Envoyé aux États-Unis en décembre de cette année-là, Torres a été formé à Randolphville, au Texas, et a finalement été déclaré pilote militaire en octobre 1942. Il est retourné à Rio de Janeiro pour finir son cours préparatoire d'officier de réserve. Il servait aussi dans le premier groupe de patrouille à l'aéroport Santos Dumont, utilisant le Lockheed A-28 Hudson et l'hydravion Consolidated PBX-5 Catalina. Après son stage opérationnel avec l'escadron américain en Bahia, Torres a pu commander des missions de patrouille et de couverture aérienne de convois. Mais à ce moment-là, il avait peu d'idées du rôle historique qu'il allait en jouer. Pendant que Torres terminait sa formation, Kross s'est approché de la côte brésilienne, passant entre Fernando de Noronha et l'atoll das Rocas, au large de Natal. À ce moment-là, le sous-marin a été repéré en surface par un Hudson américain, mais il n'y a pas eu de combat, car l'appareil n'était pas armé. Cependant, l'alerte a été donnée sur toute la côte brésilienne, signalant la présence d'un autre sous-marin allemand dans la région, ouvrant une période d'activité intense. Comme on n'en avait pas vu depuis l'année précédente, il n'y avait pas eu de naufrage de navires brésiliens depuis mars, mais au début du mois de juillet, le U-5-190 de Werner Krier et le U-5-113 de Friedrich Guggenberger ont coulé des navires nationaux près de la côte. La crainte d'un nouveau massacre maritime a alarmé les autorités brésiliennes. Arrivé dans sa zone d'opération sur la côte de São Paulo, le U-199 a observé silencieusement la navigation, cherchant des cibles en émergeant la nuit et restant à une profondeur de 20 mètres, accessible au périscope pendant la journée. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, Kross s'est rendu jusqu'au littoral de Santa Catarina, où le U-513 de Guggenberger serait coulé quelques jours plus tard avant de revenir sur la côte de Rio de Janeiro. C'est là que, à 21h le 3 juillet, le U-199 naviguait en surface lorsqu'il a été soudainement repéré par le puissant projecteur d'un Mariner, du patrouille 74, piloté par le lieutenant Harold Carey. Pris par surprise, les Allemands ont vite réagi grâce aux canons anti-aériens du Convès.
touchant fatalement l'hydravion américain qui a explosé dans un violent choc contre l'océan. Le 22 juillet, le sous-marin a vu à la surface le bateau de pêche brésilien Shangri-La et, craignant qu'il ne signale sa position, le U-199 l'a coulé avec des tirs de canon de 105 mm tuant tout l'équipage de 10 hommes. 2 jours plus tard, au large de la côte de São Paulo, Croce a aperçu le cargo anglais Renzada de 4160 tonnes. Le navire a été frappé au centre par une torpille du U-199, se brisant en deux lors d'une explosion et coulant en 21 minutes. Après ce succès retentissant, Croce a ordonné une retraite vers l'est, échappant aux défenses côtières du Brésil jusqu'à ce que la situation se calme. Ce n'est que le 29 qu'il a ordonné un retour dans les eaux territoriales. Le capitaine avait reçu par radio du réseau d'espions allemands à Rio de Janeiro des informations sur un grand convoi quittant la baie de Guanabara pour les États-Unis. Croce a décidé de tenter sa chance et d'attaquer le convoi, même en entrant dans la zone de patrouille la plus intense de la côte brésilienne. Aux premières lueurs d'un beau samedi matin, le 35 juillet 1943. Un tout nouvel avion PBX-5 Catalina de la force aérienne brésilienne récemment acquis se préparait à décoller de Rio de Janeiro avec l'aspirant Alberto Martins Torres aux commandes. Sur le siège du copilote se trouvait le lieutenant José Carlos de Miranda Correia, un autre des aviateurs brésiliens prometteurs de l'époque. Avec le soleil levant à sa gauche, Torres et Miranda ont décollé avec la totalité de leurs munitions dans les mitrailleuses et 4 charges de profondeur de 150 kg. Après le décollage, Torres s'est allongé sur la couchette du fuselage, laissant Miranda aux commandes et emmenant le Catalina vers la zone de patrouille assignée au-dessus de Cabo Frio. Au même moment, le U-199 a été localisé en surface, à 100 km de la côte de Rio de Janeiro, par un Mariner américain et un Lockheed Hudson brésilien qui étaient en patrouille piloté par le lieutenant Sergio Schnur, qui a immédiatement signalé la position de l'ennemi au commandement. L'appareil américain a lancé l'attaque contre le sous-marin, mais a raté le largage de ses bombes, laissant ainsi la voie libre à l'attaque du bombardier brésilien. Schnur vira alors, positionnant le Hudson pour attaquer le navire allemand qui pointait déjà ses armes antiaériennes vers l'appareil. 2 bombes larguées par le Hudson sont tombées près du U-199 sans toutefois l'atteindre directement. Insatisfait, Schnur fit un second passage au-dessus de l'ennemi, tirant avec ses mitrailleuses et blessant gravement les marins au canon antiaérien. Il retourna à Rio de Janeiro peu après l'arrivée du message de Schnur. Le commandant de la patrouille, le major José Carl Filho, a immédiatement mobilisé le Catalina de Torres, ordonnant un changement de cap immédiat en direction du sous-marin allemand. Avec l'alerte, Torres reprit les commandes du Catalina, recevant la communication par écrit. Activité sous-marine ennemie, coordonnées telles et telles. Miranda a marqué le point sur la carte et a tracé la route. J'ai mis l'avion en pilote automatique et sur la route indiquée en régime de croisière forcée, avec 2350 tours et 35 pouces de compression. Il était environ 8h35 du matin. En direction de l'ennemi, les artilleurs brésiliens ont tiré des rafales d'essai avec leurs mitrailleuses calibre 50. Et ils ont réglé l'intervallomètre de lancement des charges de profondeur pour une distance de 21 mètres entre chaque explosif. Après le premier lancement, si l'attaque était bien exécutée, les charges exploseraient à 7 mètres de profondeur, une portée fatale pour un sous-marin en surface ou en plongée peu profonde. Arrivés dans la zone vers 9h du matin, profitant du soleil dans leur dos, Torres et Miranda virent la silhouette du sous-marin allemand, parfaitement aligné sur un cap et ouest au-dessus de l'océan, suivi d'une longue traînée d'écume blanche. À 600 mètres d'altitude et submergé par l'adrénaline, Torres entama un piqué peu profond pour attaquer, avec l'attentif lieutenant Miranda à ses côtés, les mains sur le contrôle du largage des bombes. En descendant à 300 mètres, les pilotes brésiliens purent distinguer parfaitement les pièces d'artillerie sur le pont du U-199, ainsi que les détails de son camouflage polygonal complexe dans des tons de gris. C'est alors que, depuis la tour d'observation du sous-marin, Croce remarqua l'approche du Catalina. Il ordonna immédiatement un virage serré à droite afin de protéger le flanc de son embarcation, se retrouvant ainsi face à face avec Torres. Observant la manœuvre dramatique, Torres vit encore les flammes des canons anti-aériens de 20 mm
qui commencèrent à tirer sur son lent Catalina. Le pilote ordonna aux 3 mitrailleuses d'office d'ouvrir le feu sur le sous-marin afin de gêner la visée de la défense contre avion, et à seulement 100 mètres d'altitude, parfaitement aligné avec le navire en dessous, Miranda Correa largua les bombes juste au moment où il passait au-dessus. La première bombe tomba près de la proue, une deuxième au milieu du navire et la troisième à côté de la poupe, créant 3 grands cercles d'écume blanche sur l'eau. Un largage parfait. Pendant que les charges coulaient, Torres abaissa l'avion à 50 mètres, collé aux vagues pour éviter la réaction anti-aérienne, et effectua un virage serré, à droite. C'est à ce moment-là que Miranda regarda en arrière et vit le U-199 jaillir de l'eau à cause des 3 magnifiques explosions. Alors que le sous-marin coulait déjà lentement, Torres effectua un second passage, larguant sa 4e et dernière charge de profondeur, qui explosa près de la poupe du Loup Gris. L'enthousiasme gagna l'équipage brésilien fier, qui venait tout juste d'apporter à l'ennemi la vengeance du pays pour les naufrages qui l'avaient entraîné dans la guerre. Émus, ils envoyèrent par radio le signal SSSS, signifiant « sous-marin repéré, coulé, SAM » ou « sous-marin repéré et coulé ». Ayant aperçu quelques survivants dans l'eau, le Catalina ainsi que le marineur américain, qui a observé et enregistré toute l'action, ont largué 3 canots de sauvetage dans l'eau et ont accompagné les survivants pendant 2 heures jusqu'à l'arrivée du navire de soutien américain United States Ship Barnegat, qui a récupéré les survivants de l'océan. Sur les 61 membres d'équipage, seuls 12 avaient survécu à l'attaque, étant essentiellement ceux qui se trouvaient dans la tour et sur le pont. 4 sous-officiers et 4 officiers, dont le capitaine Hans Werner Kroos, étaient concernés. Les survivants ont été emmenés au camp de prisonniers de Recife, le seul du Brésil, puis ils ont été transférés aux États-Unis. Au camp de Papago Park, près de Phoenix en Arizona, Kroos s'est lié d'amitié avec le capitaine Friedrich Guggenberger, lui aussi secouru sur la côte brésilienne. Et, avec 23 autres prisonniers, ils ont entrepris la spectaculaire grande évasion de Papago. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1944. Curieux de la version allemande devant la grande évasion? Mettez 15 000 likes et je vous raconterai l'histoire. Kroos a été repris le 2 janvier 1945 à environ 40 km de Phoenix alors qu'il fuyait en direction du Mexique. Après la fin de la guerre, il a été transféré dans une prison en Allemagne et, le 22 mai 1946, il a été libéré. Hans Werner Kroos est décédé à l'âge de 74 ans, le 25 mai 1990. Alberto Martins Torres est retourné à Rio de Janeiro pour une réception de héros, la mission faisant la une des journaux nationaux. Les membres d'équipage ont reçu la médaille du mérite aéronautique du ministre Salgado Filho, tandis que Torres a obtenu la Distinguished Flying Cross des Américains pour cet exploit. L'année d'après, Torres et Miranda partiraient combattre en Europe avec le Santa Apua, où Alberto Martins Torres deviendrait le pilote brésilien détenteur du record de missions de combat, en ayant accompli 100 d'entre elles. Mais cette histoire, vous la découvrirez un autre jour. Alors avez-vous aimé cette vidéo ? Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et publierai d'autres vidéos plus tard. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Et une grosse accolade depuis la salle de guerre.